Page 52. Préface. Continuité. Aristote semble assez fier de cette définition, et il l'oppose avec quelque orgueil à toutes celles qu'on avait essayées jusque-là. En effet, sous cet aspect nouveau, l'infini apparaît tout autre que ne le conçoit le vulgaire. Il n'est pas du tout ce en dehors de quoi il n'y a plus rien. Il est au contraire ce en dehors de quoi il y a toujours quelque chose. L'infini est ce qui est capable de fournir perpétuellement quelque chose, quelque quantité nouvelle. Ou si la similitude qu'on proposait quelques philosophes n'est pas suffisamment exacte, et l'on ne peut pas, avec eux, comparer l'infini à un anneau sans chaton. En parcourant ces espèces d'anneaux, il faut sans cesse revenir par des points où l'on a déjà passé. Dans l'infini, au contraire, on ne repasse jamais par les mêmes points. Ce sont des points toujours et éternellement différents qu'on peut prendre. C'est qu'il ne faut pas confondre l'infini et le parfait, car le parfait suppose un tout, c'est-à-dire une limite, tandis que l'infini exclut toute limitation, quelle qu'elle soit. Oui, à quelque égard, l'infini est le tout, puisqu'il embrasse toute chose, mais il n'est le tout qu'en puissance, et il ne peut pas l'être en réalité. À vrai dire, il est à considérer bien plutôt comme contenu que comme contenant. Il joue un rôle assez analogue à celui de la matière parmi les principes de l'être, et sa vraie nature, ce serait la privation, qui est indéterminée, insaisissable, tout comme lui. Il me semble que cette conception de l'infini est profondément originale, et qu'Aristote a montré la voie la plus certaine par où l'esprit de l'homme peut atteindre et fixer au moins en partie cette grande idée qui l'accable et le surpasse si démesurément. Essayer de comprendre l'infini par l'immensité de l'espace ou du temps, c'est à peu près peine perdue, et sans refuser à la métaphysique le droit de se livrer à ces hautes spéculations, il est évident que la science a besoin pour procéder avec prudence de données plus accessibles et plus pratiques, mais considérer la divisibilité sans fin des grandeurs, c'est assurer une base solide à ces recherches. L'objet qu'on poursuit devient alors accessible, et l'infini est renfermé en quelque sorte entre ses limites d'une quantité qui diminue indéfiniment sans jamais s'épuiser, et d'une quantité qui s'accroît sans jamais devenir égale. L'infini ne s'échappe bien encore, puisque si nous pouvions le réaliser, il ne serait plus l'infini, mais il est en quelque sorte entre nos mains. Nous ne pouvons pas effectivement le saisir, mais nous sentons qu'il est là, et qu'il est en notre puissance. La conception de l'infini, circonscrit de cette façon et mise ainsi à notre portée, est précisément celle qui fait le fondement du calcul différentiel et intégral. C'est à cette seule condition que le calcul de l'infini a été rendu possible. Je ne prétends pas que Leibniz et Newton, à la fin du XVIIe siècle, aient rien emprunté aux philosophes grecs, mais je signale cette coïncidence. Elle est faite pour honorer encore Aristote, tout grand qu'il est. Ce serait exagéré certainement que de dire qu'il a pressenti le calcul infinitésimal, mais c'est être juste que d'affirmer qu'il a ouvert le chemin qui y conduit. Seulement ses traces se sont effacées comme tant d'autres, et personne n'a suivi Aristote dans ses rudes sentiers. Après la théorie de l'infini, j'en viens avec le 4e livre de la physique à la théorie de l'espace et du vide,
et à celle du temps. La question de l'espace doit être étudiée par le physicien tout comme il étudie l'infini, et il doit commencer par démontrer que l'espace existe. De l'aveu de tout le monde, tout ce qui doit être nécessairement dans un lieu et ce qui n'est nulle part n'existe point. Parmi les diverses espèces de mouvements, le plus commun c'est celui qu'on appelle la translation, et il suppose de toute nécessité un espace où les corps puissent se mouvoir en changement de lieu. L'idée d'espace semble donc une des plus simples que la science ait à considérer, et c'est peut-être là ce qui fait, selon Aristote, que les philosophes, ses prédécesseurs, sont en général très peu occupés. Cependant, il n'est pas sans présenter quelques difficultés. Il essaie de les résoudre. Une preuve manifeste de l'existence de l'espace, c'est la succession des corps dans un seul et même lieu. Observons en effet un vase qui est rempli d'un liquide que nous y avons versé. Nous en ôtons le liquide et l'air vient à la place qu'il occupait. Réciproquement, nous chassons l'air du vase. On y répète en renversant une seconde fois de l'eau. Et le phénomène se prouve qu'indépendamment de ces deux corps qui se succèdent dans le vase, il y a un espace qui demeure quand ils changent et qui les reçoit l'un et l'autre tour à tour. On peut ajouter que le mouvement naturel des corps élémentaires démontre bien qu'il existe un espace doué de certaines propriétés. Le feu se dirige toujours en haut. La Terre se dirige toujours en bas. Voilà déjà deux directions dans l'espace, mais de plus, les corps se dirigent aussi à la droite et à gauche, devant et derrière. C'est en toutes ces directions qu'on peut distinguer dans l'espace ou le lieu. Rien n'existe donc qui ne se meut que dans l'espace. Or, c'est là une merveilleuse supériorité de l'espace sur le reste des choses. Ils ne peuvent pas être sans lui, et il peut être sans elles, car elles peuvent être détruites sans qu'il le soit. Elles périssent dans son sein, tandis qu'il est impérissable et éternel. L'espace a comme le corps les trois dimensions, longueur, largeur et profondeur, mais il n'est pas un corps lui-même, car les corps étant en lui, il faudrait, chose impossible, qu'il y ait eu deux corps dans un seul et même lieu. L'espace n'est pas davantage un élément, ni un composé d'éléments corporels. Ce qu'il faut dire n'est pas non plus à considérer comme une cause, car il n'est ni la matière, ni la forme des êtres. Il n'est ni leur moteur, ni leur fin. Ainsi l'espace, qui n'est ni un corps, ni une cause, est à peine un être, car s'il est un être, on pourra demander avec Zénon où est le lieu de l'espace, puisque tout être est nécessairement dans un lieu, il y aurait donc espace de l'espace, et ainsi de suite à l'infini. Tout cela ne le laisse pas que d'être assez embarrassant, et l'espace n'est pas aussi aisé à comprendre qu'on se l'imagine communément. Ici, Aristote fait une distinction importante, mais qu'il a le tort de ne pas pousser assez loin. Il veut qu'on distingue entre l'espace infini, où sont tous les corps que nous voyons, et entre l'espace particulier où chacun d'eux est primitivement, pour emprunter la formule péripatéticienne, ainsi vous êtes dans le ciel, puisque vous êtes dans l'air qui est dans le ciel, vous êtes, et que la Terre elle-même est placée dans l'atmosphère, où elle se soutient par son propre équilibre.
Mais en même temps que vous êtes dans le ciel, dans l'air et sur la terre, vous occupez en outre, un certain lieu où il n'y a plus que vous et vous seul. Ce raisonnement d'Aristote est irréprochable, mais tout en distinguant si bien l'espace et le lieu proprement dit, il les confond l'un et l'autre sous un seul et même nom, comme il a confondu plus haut l'éternité et le temps. Et cet équivoque jette parfois une obscurité fâcheuse sur ces théories, en prenant le lieu pour l'espace et l'espace pour le lieu. Il est conduit à démontrer que le lieu, bien qu'il limite les corps, ne peut être ni leur forme, ni leur matière, ce qui est par trop évident. Mais sur cette fausse route, il arrive aussi à cette conclusion très exacte et méconnue par plus d'un philosophe, que l'espace est séparable des corps et qu'il ne peut être identifié avec eux, précisément parce qu'il les contient. Cela est très vrai. Mais ici encore, égaré par l'équivoque que je viens de signaler, Aristote croit définir suffisamment l'espace en disant qu'il est en limite première, immobile du contenant. Or, cette définition est celle du lieu. Ce n'est pas la définition propre de l'espace pour la question du vide, qui tient de si près à celle de l'espace. Il y avait, Aristote, deux opinions diamétralement opposées. L'une soutenait l'existence du vide comme indispensable au mouvement. L'autre affirmait non moins résolument que le vide n'existe pas. Anaxagore défendait cette dernière thèse et il essayait de la prouver par une expérience sensible. Il dégonflait des outres pleines d'air dans des clepsydres. Il démontrait ainsi que ce qu'on prenait pour le vide est réellement rempli d'air. Le vide est confondu par le vulgaire avec l'espace où il n'y a point de corps. Mais c'est là une erreur profonde, car s'il n'y a pas de corps perceptible à nos sens dans cette portion de l'espace qu'on suppose vide, il y a ce corps subtil qu'on appelle l'air, et cet autre corps, plus subtil que l'air même, qu'on appelle l'éther, et qui remplit tout l'espace au-delà même du ciel entier. Aristote semble adopter tout à fait la démonstration d'Anaxagore, et il rejette comme lui et comme Platon la possibilité du vide, soit dans le monde, soit dans l'intérieur des corps. Les corps se dilatent et ensuite ils se contractent. Mais ce n'est pas à dire qu'il y a pour cela du vide en eux. Ce sont tout simplement certaines parties qui en sont expulsées, comme l'air est expulsé des outres dégonflées dans l'eau. Le développement et la croissance qu'ils aient des vides dans leur intérieur, car l'accroissement peut tenir à une simple modification et, par exemple, dira-t-on que l'eau contient des vides parce qu'il prend ce développement considérable par la vaporisation au mouvement, comme on se le figure, il serait plutôt un obstacle invincible. Dans le vide, les corps perdraient leur tendance naturelle qui les porte en haut s'ils sont légers et en bas s'ils sont pesants. Il n'y aurait plus aucune différence et il serait bien impossible d'y distinguer aucune direction dans un sens plutôt que dans l'autre. D'une autre part, la course des projectiles est encore un argument contre le vide, l'art dans lequel ils se meuvent, même après que la force qui les a lancés cesse de les toucher, finit par les arrêter. Mais dans le vide, une fois que le corps serait mis en mouvement,
Pour quelle cause s'arrêterait-il jamais? Le vide est donc absolument contraire au phénomène que nous pouvons observer, et il n'y aurait aucun motif, si le vide existait réellement, pour que le corps sortît jamais de son inertie, ou qu'il cessât jamais de s'agiter indifféremment dans tous les sens. Dans cette hypothèse du vide, comment expliquer encore cette proportionnalité des mouvements entre eux, qui sont d'autant plus rapides ou plus longs, et que les corps nus sont plus lourds ou plus légers, ou que les milieux traversés sont d'autant plus résistants ou plus faciles à diviser? Il n'y aurait plus avec le vide de proportions possibles, et le mouvement de tous les corps devrait y être d'une rapidité infinie. Je n'insiste pas sur ces arguments contre le vide, dont quelques-uns sont fort ingénieux, mais on peut dire qu'aujourd'hui cette question obscure n'est pas encore résolue, même avec les expériences de la machine de Boyle. On fait le vide en ce sens qu'on retire l'air d'une certaine partie de l'espace, ou alors tous les corps les plus légers comme les plus denses, dont sans aucune distinction avec une rapidité égale. Mais s'il n'y a plus d'air dans le tube d'où on l'a soustrait, ceci ne prouve pas qu'il n'y reste pas encore autre chose et que le vide y soit absolu. Or, c'est du vide absolu qu'Aristote a entendu parler. Il n'est pas prouvé qu'il se soit trompé en croyant que ce vide n'est pas plus possible dans la nature que le néant ou le désordre. Parmi les questions préliminaires qu'il fallait examiner avant d'en venir à la théorie générale du mouvement, il ne reste plus que celle du temps. Aristote l'étudie comme l'espace et l'infini, et d'abord il élève sur l'existence du temps quelques doutes qui ne sont ni des paradoxes ni des subtilités. L'existence du temps, sans être absolument contenable, des deux parties les plus notoires du temps. L'une a été et n'est plus. L'autre sera et n'est pas encore. Le passé ne nous peut plus appartenir et le futur ne nous appartiendra qu'après un intervalle plus ou moins éloigné. Voilà cependant les éléments dont se compose le temps. Et comment ces éléments dont il est composé n'existent pas? Il n'a lui-même, à ce qu'il semble, qu'une existence précaire quant à ce qu'on appelle le présent. L'instant, ce n'est pas, à proprement parler, une partie du temps, car le temps ne se compose pas d'instants. L'instant est la limite du temps, et c'est lui qui sépare le passé de l'avenir. Mais il est sans cesse autre et perpétuellement différent, de telle sorte que son existence est moins réelle encore que celle du passé, qui a cessé d'être, et celle du futur, qui n'est pas et qui seulement doit être plus tard. Les instants se succèdent, mais ils ne coexistent jamais. Ils ne tiennent pas plus les uns aux autres, que les points ne tiennent au point dans la ligne. L'instant meurt au moment même où il naît, que si l'on prétendait que c'est toujours le même instant qui subsiste et demeure éternellement, alors les faits qui se sont passés il y a 10 000 ans et ceux qui se passent aujourd'hui seraient contemporains, et les idées d'antériorité et de postériorité seraient absolument supprimées. Aristote se livre à cette discussion sur la notion du temps, non pas pour en nier l'existence, mais pour montrer seulement combien il est difficile de s'en faire une juste idée. Cette perplexité du philosophe me paraît tout à fait fondée, et pour
quiconque voudra scruter un peu attentivement et ce phénomène merveilleux de la durée, les hésitations ne seront jamais moins grandes. L'homme vit dans le temps, et c'est là, comme on l'a dit, le tissu dont sa vie est faite. Mais il a beau en vivre et l'étudier, la conception lui en échappe au moins autant que celle de l'infini, précisément parce que le temps est infini lui-même. Il ne faut donc pas s'étonner qu'Aristote se plaigne de l'insuffisance des recherches antérieures aux siennes. Il avoue lui-même, modestement, qu'il ne compte pas dépasser de beaucoup ses devanciers. Seulement, il se défendra de confondre, ainsi qu'ils l'ont fait, le temps et le mouvement. Le temps est égal partout et pour tous sans exception. Le mouvement, au contraire, est ou dans la chose même qui change, ou bien dans le lieu qu'elle occupe. Le temps s'écoule d'une manière uniforme et éternellement identique. Le mouvement est tantôt plus rapide, tantôt plus lent, et sa lenteur ou sa rapidité se mesure par le temps écoulé. On appelle rapide ce qui fait un grand mouvement dans un temps moins long. On appelle lent ce qui fait un peu de mouvement en beaucoup de temps. Mais le temps ne se mesure pas par lui-même, et ces différences essentielles suffisent pour démontrer que le temps n'est point un mouvement ni un changement, ni changement. Cependant, si le temps n'est point un changement véritable, il ne peut être conçu sans le changement, et cela si vrai que si notre pensée n'éprouve aucun changement de quelque espèce que ce soit, nous croyons qu'il n'y a pas de temps d'écouler. Notre âme est demeurée alors comme dans un instant et un et indivisible, et tout l'intervalle est pour nous anéanti. Nous supprimons le temps, comme nous ne discernons aucun changement dans notre pensée, mais nous affirmons qu'il y a du temps découlé du moment que nous percevons et sentons un changement quelconque en nous. Fussions-nous plongés dans les ténèbres et dans le plus complet repos. Le temps n'existe donc pour nous qu'à la condition d'un mouvement et d'un changement. Il n'y a point le mouvement, et pourtant, sans le mouvement, s'il n'existait pas, il n'est pas possible, car il est alors pour nous comme s'il n'existait pas. Qu'est-il donc, en réalité? Et quel est son rapport exact au mouvement? Les idées d'antériorité et de postériorité dans le temps ne se comprennent que parce qu'ils sont déjà dans le mouvement, ou l'antérieur. Le postérieur s'applique au lieu, à mesure que le corps se déplace. Donc, le temps est le nombre du mouvement. Il l'évalue numériquement. Voilà donc, à mon avis, d'admirables vérités sur la nature du temps. Mais Aristote va plus loin encore. Il présente d'autres considérations qui ne sont pas moins solides. Le mouvement dans sa condition, continuité, est perpétuellement autre, soit que le corps change de lieu, soit qu'il se modifie tout en restant en place. Il en est de même du temps, et bien que, dans son ensemble, le temps soit éternellement identique. Les instants qui se succèdent sont perpétuellement différents. L'instant d'à présent est bien d'une nature toute pareille à celui qui l'a précédé, mais son être est autre si son essence est la même. Et l'instant divise et mesure le temps en y faisant l'antériorité et la postériorité. C'est absolument comme le mobile, qui reste bien le même dans tous les points de son mouvement. Mais dont l'être n'est pas absolument identique,
puisqu'il a continuellement changé de lieu. S'il n'y a pas de temps, il n'y aurait pas d'instant, et réciproquement, sans l'instant, il n'y aurait pas de temps. L'instant est quelque sorte l'unité de nombre dans le temps qu'il divise en antérieur, et en postérieur, en passé et en avenir. Mais l'instant n'est pas du temps à proprement dire. Encore une fois, il n'est qu'une limite. Il ne fait pas plus partie du temps que la division de mouvement ne fait partie de ce mouvement. Pas plus que le point ne fait partie de la ligne. Même quand on dit que l'instant est une limite, il ne faut pas oublier encore qu'il est un nombre aussi, en ce qu'il sert à nombrer le temps. La limite n'appartient qu'à la chose dont elle est la limite, tandis que le nombre appartient à tout. Et le nombre 10, par exemple, sert à compter tout ce qu'on veut, ici des chevaux, et là tout autre. Mais si le temps est la mesure du mouvement, la réciproque n'est pas moins exacte, et le mouvement est la mesure du temps, sans doute. Le temps n'est ni long ni rapide, mais en tant que continu. Il est long au cours, en tant que nombre. Il a une quantité plus ou moins grande. Il y a peu de temps ou beaucoup de temps. Ainsi, le mouvement et le temps se mesurent et se déterminent l'un par l'autre. C'est que le mouvement implique la grandeur et le temps implique le mouvement. Temps, mouvement et grandeur, ce sont là des quantités, des continus et des divisibles qu'on peut toujours mesurer. Le chemin a été long. Si le voyage a beaucoup duré, réciproquement, le voyage a beaucoup duré si le chemin a été long. De même, disons qu'il y a beaucoup de temps, s'il y a beaucoup de mouvements, s'il y a beaucoup de temps. Le temps a ses périodes régulières, comme le mouvement a aussi les siennes. Et c'est là qui fait le retour toujours pareil des années, des printemps, des automnes. Cependant, le temps ne mesure pas tout. Il y a des choses qui sont soustraites à son action et qu'il ne peut atteindre, comme il nous atteint nous-mêmes, quand peu à peu il nous ruine et nous détruit. Ce sont les choses éternelles qui ne sont plus dans le temps et dont l'être ne peut se régler sur cette étroite mesure à laquelle nous rapportons tout ce qui marque et diversifie notre durée passagère et les événements dont nous prétendons garder la mémoire. Le temps viendra donc jamais à défaillir, se demande Aristote. Il se hâte de répondre et que l'un ne défaillira pas plus que l'autre. Mais ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, c'est là confondre l'éternité et le temps, c'est confondre le mouvement et le premier moteur. Il vaut mieux s'en tenir sur ces points si graves à l'opinion de Platon, qui a su distinguer le temps et l'éternité, comme il a distingué le mouvement que Dieu donne au monde, et Dieu qui a créé et qui maintient ce mouvement dans l'incommensurable univers. Du reste, Aristote s'arrête peu à ses spéculations et il termine la théorie du corps par quelques observations pleines de finesse et d'exactitude. L'instant divise le temps en antérieur et en postérieur, et il est tout à la fois le point divisé et double. Cependant, où l'un finit et l'autre commence, l'instant, le présent unit donc le passé et l'avenir, en même temps qu'il les sépare. Mais il y a ceci de marquable que l'antérieur,
quand s'agit du passé, et ce qui est le plus éloigné du présent et le postérieur, ce qui en est le plus proche, tandis que c'est tout à l'inverse quand il s'agit de l'avenir, car dans l'avenir, l'antérieur est ce qui est le plus proche du présent et le postérieur, ce qui en est le plus éloigné. Enfin, si le temps est le nombre et la mesure du mouvement, de même que le mouvement est la mesure du temps, est-ce d'un mouvement quelconque ou d'un mouvement déterminé? Aristote résout la question en divisant ce qu'est la translation circulaire de la sphère céleste, qui est la mesure de tous les autres mouvements, et qui par conséquent est aussi la mesure du temps, puisqu'il n'y a que ce mouvement qui soit parfaitement uniforme et régulier dans son immuable constance, étendant son action jusque sur les choses humaines, de même qu'il l'étend dans les vastes cieux.